Très bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence de presse préparatoire, en fait, au Sommet mondial humanitaire qui aura lieu la dernière semaine du mois de mai à Istanbul. Et l'idée, c'était de présenter les enjeux pour la Suisse avec M. Manuel Bessler, qui est délégué à l'aide humanitaire du Conseil fédéral et chef du corps suisse d'aide humanitaire, et qui donc, à ce titre, en charge de la participation suisse à cette conférence des Nations Unies, qui est une première dans son genre et qui évidemment est très importante pour la Suisse, puisqu'on sait qu'au fond, Genève et la Suisse sont le berceau du mouvement humanitaire et de l'aide humanitaire mondiale, puis c'est ici qu'est née la Croix-Rouge, la première organisation du genre. Alors évidemment, pour la Suisse, il est important que ce sommet produise des résultats. Alors, M. Bessler, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent, au fur et à mesure que les préparatifs du sommet vont se préciser. Mais c'est bien de pouvoir donner une première impression maintenant et de prendre date avec les journalistes. Je vais vous demander de signer notre petit livre d'or avant de prendre la parole. C'est juste une signature. Il y a une petite tâche, c'est les dessinateurs d'hier qui ont fait des petits pâtés qui transparaissent sur la page. Et puis, je vous remets aussi un petit cadeau qui est le catalogue de l'exposition Dessin pour la paix que nous avons justement inauguré hier avec Kofi Annan, avec le soutien aussi d'ailleurs du DFAE et les dessinateurs, l'association des dessinateurs Cartooning for Peace. Merci. Voilà. Merci. Très formel ici, oulala. Avec... Ah, c'est hyper formel. Ah, oui. Ouais. Alors là, désolé. Merci beaucoup pour l'introduction et merci beaucoup à vous tous et toutes d'être venus pour votre attrait, pour votre temps. Volontiers, je présente un peu l'environnement dans lequel ce sommet se présente et aussi un peu la position suisse. Après, je suis évidemment aussi prêt à répondre ou à essayer de répondre à vos questions. Je dirais, il y a un sommet humanitaire global parce qu'il faut un sommet humanitaire global. Les besoins sont gigantesques, les besoins humanitaires. Si on voit simplement ces chiffres, si on pouvait changer un peu les lumières pour que... Merci. Le chiffre 125,3 millions de personnes qui aujourd'hui ont besoin de l'aide humanitaire quotidiennement. Chaque jour, ces gens dépendent de l'aide humanitaire sur le monde entier. La moitié de ces gens sont des déplacés, ou presque la moitié. On parle de 60 millions de personnes déplacées, le chiffre le plus haut depuis la Deuxième Guerre mondiale. À peu près 20 millions des réfugiés, ça c'est des gens qui traversent une frontière internationale. La majorité, alors à peu près 40 millions des IDPs, des déplacés internes, qui n'ont pas une protection internationale. La Convention des réfugiés, c'est seulement, entre guillemets, pour les réfugiés. Les déplacés internes n'ont pas de protection internationale. Ça, c'était l'année passée, ce chiffre. C'est clair. Deuxième dimension, juste après les gens qui ont besoin de l'aide humanitaire, c'est les finances. À peu près 20 milliards, c'était l'appel de l'année passée de l'ONU. Et seulement 49% de ces 20 milliards étaient couverts. Alors, on n'a pas pu implémenter ou mettre en œuvre des projets pour presque 40 millions. 40 milliards, désolé. Désolé. Pour 10 milliards. Alors, les finances sont un problème immense. Si on voit ça un peu aussi sur l'axe du temps, vous voyez ici la ligne blanche, c'est les appels, les besoins.
seulement de l'ONU. On ne parle pas Croix-Rouge, Croissant-Rouge, pas du CICR, pas des ONG, c'est l'ONU. L'ONU qui a l'année passée demandé ces 20 milliards. Et la ligne rouge, c'est l'argent qui a été payé. Et ce gap qui est pas couvert, ça s'agrandit. Et ça, évidemment, c'est des problèmes énormes à part des besoins qui sont sur le terrain. Vous voyez ici aussi, depuis 10 ans, l'augmentation des besoins. Même dans les contextes qui sont bien médiatisés, qui sont bien présents dans les médias, ces besoins financiers de l'ONU sont couverts seulement à 40%. La Syrie, la Somalie, même moins. Alors l'argent, le financement des activités humanitaires, c'est un des grands défis. L'autre défi, c'est évidemment aussi l'accès. De plus en plus, c'est difficile d'atteindre les victimes ou donner l'accès aux victimes à l'aide humanitaire. Alors l'accès aux hôpitaux ou d'y aller à Aleppo ou à Mogadiscio, à Kismayo, à des endroits où il faut de l'aide humanitaire. Et là, c'est clair, c'est aussi la sécurité, mais assez souvent le red tape, ça veut dire les visas ou les travel permits, ou on n'est pas assez connu, ou les ordres de la centrale ne sont pas descendus jusqu'au dernier checkpoint. L'accès, ça limite l'aide humanitaire énormément. Comme je viens de dire, la sécurité. Début de cette semaine, il y a eu une séance spéciale du Conseil de sécurité sur la sécurité des humanitaires. La chef internationale de MSF a là intervenu très fortement concernant les attaques contre les hôpitaux. Ce n'est pas seulement à Kunduz, l'octobre l'année passée, c'est il y a 7 semaines, je crois que c'était mardi, l'attaque contre l'hôpital à Alep. On ne peut plus garantir la sécurité des gens dans des lieux comme les hôpitaux, comme les First Aid Centers. Quand moi je fais le cours d'introduction au CICR il y a 25 ans, j'ai aussi demandé, c'est quoi, qu'est-ce qui me protège? Et là, ils ont dit la Croix-Rouge. Aujourd'hui, on doit dire la Croix-Rouge, c'est devenu un peu das Fadenkreuz, non? Le crosshair. La sécurité, c'est un des grands problèmes pour le travail sur le terrain. À part de ça, aussi la durée. Vous avez ici des contextes qui durent depuis des années. La Syrie depuis 5 ans. Est-ce que ça c'est toujours l'aide d'urgence qui peut couvrir ça? L'Afghanistan ou la Somalie, où on a la possibilité de demander les collègues de l'aide de développement quand il y a ce shift de l'aide d'urgence pour l'aide du développement. Les instruments que nous on a, les humanitaires, c'est pour short term, c'est pour vite et flexible répondre à des urgences, mais maintenant, ces urgences durent et durent et durent. Est-ce que nos instruments sont encore adaptés à ces besoins prolongés? Aussi, une des grands défis, c'est les dimensions. Ça, c'est les effets ou les impacts de El Niño. Alors, globalement, un petit changement de température dans le Pacifique change globalement le temps, et là vous voyez en vert c'est où il y a trop de l'eau, en jaune où il n'y a pas assez de l'eau. Les dimensions des contextes humanitaires aujourd'hui sont beaucoup plus grands. Ce n'est pas une petite, entre guillemets, champ de bataille. Évidemment aussi, si vous voyez la Syrie, c'est depuis longtemps, pas seulement la Syrie même, mais c'est la région, pour ne pas dire une grande partie du monde. Parce que pour nous aussi ici en Suisse, si on voit des images des réfugiés dans un camp, dans le désert de la Jordanie, c'est une chose. Mais s'il y a les gens qui sont dans la gare à Bregenz ou à Chiasso, ça c'est d'autres choses. L'impact est beaucoup plus vaste, beaucoup plus international, global, si on parle de
des problèmes humanitaires. Évidemment, ça c'est un peu le contexte global. Motivé par ces besoins, par ces chiffres, par ces difficultés de mobiliser l'argent nécessaire, le secrétaire général, il y a maintenant 3 ans, a initié cette idée d'un sommet humanitaire global. Comme c'était dit, c'est la première fois qu'on a cet événement. Normalement, au sein de l'ONU, les problèmes humanitaires sont discutés au ECOSOC, Economic and Social Council, à l'Assemblée générale, quelquefois, pour moi, quelquefois un peu trop souvent dans le Security Council, mais il y a des forats où on sait comment gère les défis ou les problèmes, les questions humanitaires. Maintenant, c'est nouveau, un sommet. Grande question, mais c'est quoi ce sommet? Comment va se positionner les États membres? Comment va se positionner la société civile, les ONG, le mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge? Le secrétaire général a aussitôt dit non, ce n'est pas un processus intergouvernemental, c'est un multi-stakeholder process. Ça veut dire il n'y a pas seulement les États membres, il y a aussi évidemment la société civile, il y a des ONG, il y a le Croissant-Rouge, Croix-Rouge, il y a aussi des bénéficiaires qui font part de cette sommet. L'ONU a lancé des consultations régionales, 9, dans tous les coins du monde. On a eu ces consultations pour obtenir les différentes voix, les différents messages. Et ça était mis ensemble dans cette dernière réunion préparatoire ici à Genève en octobre, qu'on a eu la consultation globale, où on a présenté un synthesis report, où on a vraiment fait le résumé de toutes ces impressions, toutes ces voix de ces meetings ou de ces réunions régionales. Ça, c'était un des inputs, un des sources de ce sommet. Vous avez ici les autres. On a évidemment le rapport de SG, le secrétaire général, qui a été publié en février. Un rapport, oui, assez haut niveau dans le sens assez général qui s'adresse à humanity, qui est suivi par un Agenda for Humanity qui définit 5 responsabilités, core responsibilities, et vous avez listé les core responsibilities ici, où le secrétaire général, son équipe voit des besoins. Ça, c'est évidemment, une source à part de ce Synthesis Report qui est aussi listé ici pour cette sommet. On a d'autres documents, par exemple, le document du High Level Panel on Humanitarian Financing. Ça, c'était un panel géré par Kristalina Georgieva qui adresse spécifiquement ce défi des ressources financières. Comment on peut, avec ces chiffres, avec cette courbe qui monte, comment on peut mobiliser les ressources nécessaires. Ça, c'est un peu les inputs, alors les bases de ce sommet, listés ici en bleu. Après les outputs, qu'est-ce qu'on attend? On va avoir tout de suite un summary. C'est l'ONU qui va faire un summary du sommet. Ça va être une semaine après le sommet. On va avoir, et ça c'est beaucoup plus important, une collection de commitments. Et je vais revenir sur ça encore une fois. Et aussi très important, un deuxième rapport du SG, un deuxième rapport du secrétaire général pour l'Assemblée générale en septembre. Là, le secrétaire général va résumer un peu les findings, les conclusions, les propositions pour le GA, pour l'Assemblée générale. Et c'est à l'Assemblée générale, en septembre, de traduire, et ça va être évidemment un défi assez gigantesque, de traduire tous ces commitments, ces intentions, ces visions dans une résolution. Parce que jusqu'ici, et ça c'est différent, jusqu'ici c'est non-binding. Ce n'est pas une résolution du Conseil ou de l'Assemblée. C'est seulement, entre guillemets, seulement des commitments.
Et la traduction de ces commitments, de ces visions dans une résolution, ça se passe fin été pour l'Assemblée générale. Un peu le format et les modalités. On a différentes plages pendant cette sommet. On a une plage Leader Segment, ça c'est un peu le début, comment ça commence. Là, c'est le SG et le président de la Turquie, le host country, qui vont recevoir, qui vont ouvrir. Il y a un plénière pendant tout le sommet, pendant tous les 2 jours. Après, et ça c'est important, un peu le Herzstück, le corps de ce sommet, les tables rondes. On a 7 tables rondes qui sont, comme vous voyez ici, un peu alignées à ces 5 responsabilités du rapport du secrétaire général. Les 7 tables rondes, là, ça va se passer, les discussions substantielles. Et là, on attend aussi, évidemment, des commitments et des visions quand même beaucoup plus concrètes. À part des tables rondes, on va avoir des sessions spéciales, 15. On va avoir des side events, une centaine de side events. Et il y a aussi une exposition et un marketplace. On attend à peu près 5000 personnes en Turquie, à Istanbul, dans ce grand centre de conférence. On attend une trentaine des chefs d'État ou chefs de gouvernement, à peu près une quarantaine des ministres des Affaires étrangères, des délégations de partout, et évidemment des ONG. Différentes ONG ont déjà mentionné qu'ils vont être là, qui sont intéressés de participer soit dans les tables rondes, soit dans les side events. Alors il va y avoir beaucoup de monde. On espère vraiment d'avoir évidemment la communauté humanitaire, mais aussi decision makers, ceux qui peuvent nous aider de mettre en œuvre les règles nécessaires pour mieux servir, pour mieux livrer l'aide d'urgence, l'aide humanitaire. Un peu vite, le programme de ces 2 jours, vous voyez ici, comme je dis, le segment, the leader segments for head of states and head of government, opening ceremony, après en parallèle le plénière qui va se passer en parallèle de tout ce qui se passe aussi en vert ici, les side events, et vous avez ces tables rondes. On a 7 et les sessions spéciales aussi la deuxième jour. C'est un peu comme ça. Alors, c'est que 2 jours, c'est très chargé, comme vous voyez. Il n'y a pas beaucoup de temps pour des bilatéraux. Et avec 5000 personnes, ça va être un peu courir à gauche et à droite. Les priorités de la Suisse, ici, in bold, ces 7 tables rondes. La Suisse, après des discussions au sein de notre département avec nos partenaires, on a décidé qu'on veut participer dans ces 3 tables rondes. Political leadership to prevent and end conflict. Là, c'est clair, ça va beaucoup plus loin que seulement humanitaire. On sait bien, il n'y a pas des réponses humanitaires à des problèmes politiques. Ça, c'est pourquoi on veut aussi être sur cette table ronde sur le political leadership. Table ronde 3, concernant le forced displacement, la migration, on va être présent. Et table ronde 5, uphold the norms that safeguard humanity. Le DIH, le droit international humanitaire, la protection des civils va être discuté pendant cette table ronde 5. Vous voyez parmi les special sessions, on a ces 4 où on va participer, soit sur le panel, soit participer avec des statements du floor, alors, au sein du public. Les side events, là, on est assez actif. On a prévu d'avoir 11 side events où la Suisse soit participe, soit est en charge de l'organiser, soit va être sur le panel d'en discuter. Vous voyez ici un peu la liste.
Ceux qui sont bold, c'est ceux qui c'était déjà confirmés, ça c'est déjà fixe. Les autres, c'est pas encore confirmé. Confirmé, mais c'est l'intention qu'on a, ces 11 side events. Ça, c'est un peu ce que je voulais dire pour le contexte, pour un peu le background, la motivation derrière ce sommet et un peu sur l'organisation du sommet lui-même. Je suis évidemment prêt à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, une question se pose tout de suite. Je précède déjà celle de mes confrères. C'est le choix de la Turquie, sachant aussi le rôle de ce pays, etc. Comment vous voyez ça, puisque plusieurs personnes l'ont déjà posé. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est au contraire une chance? On peut aussi voir ça comme une opportunité. Comment... Le choix a été fait par l'ONU, par le secrétaire général. On ne cache pas, la Suisse voulait aussi. On a mis notre candidature pour ce sommet il y a 3 ans. On a présenté un dossier à l'ONU, mais assez tôt, le secrétaire général a dit « Moi, je veux un pays entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. » Et là, c'était son choix, le choix de son team, de son équipe, c'était la Turquie. Évidemment, on était déçus parce qu'on espérait Genève comme hub humanitaire, mais d'autre côté, on doit aussi être ouvert à ça parce que c'est clair, c'est toujours the normal suspects, c'est toujours soit New York, soit Genève. On a un intérêt d'ouvrir cette boîte humanitaire, évidemment, inviter aussi des non-traditional, entre guillemets, non-traditional donors ou actors. Et là, je suis tout à fait d'accord. Le choix est bon dans ce sens que ça pose quand même, ça montre aussi cette ouverture, dans ce sens que ça devrait être nouveau, cette approche. Évidemment, maintenant, tout le monde le sait, la Turquie fait part ou est impliquée ou est influencée par un conflit majeur. La sécurité, c'est aussi une question, mais là, on a toutes les assurances des autorités turques que ça va se passer dans les meilleurs conditions. Et oui, à la fin, comme j'ai dit, c'était le choix du secrétaire général d'organiser ça en Turquie. Une dernière question avant de passer la parole à nos collègues, c'est pour la Suisse, disons à partir de quoi vous allez considérer que c'est une réussite? Enfin, qu'est-ce qui ferait que cette conférence est un succès ou un échec? Est-ce qu'il y a des critères, des attentes qui permettraient de dire bon, bah, ça a bien marché ou au contraire ça a moins bien marché? C'est clair, les attentes sont immenses et il faut un peu de expect management, hein, parce que qu'est-ce que peut un sommet produire comme résultat? Je ne crois pas qu'on va voir tout de suite, même pas avec la résolution en août ou septembre, s'il y en a, des résultats concrets. J'espère beaucoup plus qu'il y a une sorte de mouvement, que ça va lancer quand même, que ça va provoquer aussi la perception des besoins, des problèmes énormes dans le monde concernant l'action humanitaire et aussi un peu l'awareness, la sensibilité des États membres, des non-state actors, évidemment aussi des acteurs humanitaires, comment on doit s'organiser. Je vois des défis énormes aussi au côté acteurs humanitaires. La coordination, c'est toujours un problème énorme. Tout le monde crie pour la coordination, mais personne ne veut être coordonné. Alors, who are you to tell me what to do and where to go? Nous, les humanitaires, doivent aussi s'organiser beaucoup mieux. Alors, déjà avoir sa possibilité d'avoir une réunion, un sommet où
on espère d'avoir pas seulement les normal suspects, mais aussi les acteurs du Sud, du monde islamique, pour se rencontrer. J'espère vraiment que ça déclenche une awareness humanitaire dans les différents camps qui sont responsables, parce que l'article 1 des conventions de Genève dit le clair, c'est respecter et faire respecter. Alors il a la responsabilité sur plusieurs niveaux. D'accord, très bien. Michel, tu avais une question. D'accord. Non, monsieur l'ambassadeur, cher ami, merci de cet exposé très clair et très complet. Et si je peux me permettre, est-ce que la Suisse, avec le sommet d'Istanbul, va en quelque sorte reprendre l'initiative qu'elle avait un petit peu perdue, si je peux dire, avec le demi-échec de la conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de décembre dernier, où des mécanismes purement juridiques de mise en œuvre du droit international humanitaire avaient reçu un accueil plutôt frais des gouvernements. Et alors là, vous avez justement dit, on a multi-stakeholder process. Est-ce que ce ne serait pas le moment de lancer une mobilisation humanitaire qui ferait appel non seulement, comme vous l'avez justement dit, à l'article 1er qui demande aux États de faire respecter, mais peut-être de demander aussi à l'ensemble des acteurs, y compris peut-être à des médias, évidemment, puisqu'on est aussi au Club suisse de la presse, à des dirigeants spirituels, mais peut-être aussi il y aura des universités qui seront représentées là-bas, il y a aussi l'économie privée. Comme tout le monde sait, tous ces différents acteurs peuvent influencer sur les parties au conflit. Alors, merci d'avance de votre réponse. Merci. Tout d'abord, je dirais, vous avez dit demi-échec à la conférence Croix-Rouge, Croissant-Rouge. C'était aussi un peu un reality check. Qu'est-ce qui est possible dans les contextes politiques? C'est toujours, oui, est-ce que c'est demi-vide ou demi-plein, non? Moi, je vois ça, les résultats de la conférence quand même aussi pour CICR et la Suisse. Maintenant, vous devez vraiment négocier. Ça, c'était quand même le progrès. Maintenant, on a clairement un mandat pour négocier ce compliance platform, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, quand même, je vois là, lent, et évidemment, on a espéré plus, mais quand même un certain progrès. Mais c'était aussi clair qu'on voulait, déjà avant Genève, alors avant cette conférence, clairement séparer le processus au sein de cette initiative suisse CICR, au sein du mouvement Croissant-Rouge, Croix-Rouge, du sommet. Alors, on va certainement continuer, et on est en train de continuer, sur le mandat qu'on a reçu de cette conférence en décembre, ici à Genève, mais le problème du non-respect du DIH, ça c'est clairement, va être discuté assez fortement, et ça va être le corps du message du chef de la délégation suisse, conseiller fédéral Burkhalter, le respect, ou plutôt le non-respect du DIH. Et évidemment, son appel à, comme vous dites, à tout le monde, respecter, faire respecter. Il va mentionner certainement aussi le compliance mechanism, mais aussi en disant, là, on y travaille. Ça, c'est indépendant de ce sommet. On ne veut pas influencer ce processus qui est compliqué, comme il est déjà, avec ce sommet. Alors, ça, c'est pourquoi on va essayer de séparer, mais certainement, on va utiliser ce sommet, certainement le public, les participants de ce sommet, pour pousser sur cette table ronde le respect ou le manque de respect pour le DIH. Vu notre position, la Suisse, on a demandé, et ça a l'air de jouer, d'être aussi le co-chair de cette table ronde. Alors, le Conseil fédéral Burkhalter va avoir une position privilégiée sur cette table ronde pour placer ses messages dans ce sens. Merci. Avant de passer la parole à Frédéric, je voulais encore remercier Forhaus, le groupe des jeunes présenté par Jérôme Favre, qui s'associe à cette manifestation. J'ai oublié de les mentionner au début. Voilà, merci. Et puis Frédéric, je te la laisse. Voilà, bonjour monsieur, je suis de suisseafo.ch
Et j'hésite à vous poser une ou deux questions. Alors, bon, peut-être la première, c'est, disons que l'Europe peut difficilement être plus consciente des enjeux des réfugiés qu'elle ne l'est actuellement. Et ça fait plusieurs années que ça dure. Bon, ça avec ce point culminant sur la crise des réfugiés. Donc l'awareness, elle est déjà totale, me semble-t-il. Or, bah, comme vous l'avez bien souligné, de la promesse au don effectif, il y a un blocage évident. Alors pourquoi, par quel miracle divin, le sommet d'Istanbul pourrait inverser la tendance et que les États commencent déjà par verser ce qu'ils promettent de verser. Et ma deuxième question, vous avez évoqué la coordination des humanitaires. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'entends parler de coordination des humanitaires. J'ai vu ça au Cambodge il y a une vingtaine d'années. Donc il y avait bel et bien un bureau de coordination, mais dans les faits, il n'y avait aucune coordination, puisque les ONG se professionnalisant de plus en plus, elles ont un secteur marketing de plus en plus important, et puis par définition, elles sont obligées d'agiter leur petit drapeau envers leurs propres donateurs. Donc chacun n'en fait un peu qu'à sa tête. Alors, bon, on a vu l'accident industriel qui a été le déploiement des humanitaires en Haïti aussi, et ensuite la reconstruction, ça a été extrêmement mauvais. Est-ce que c'est pas là une urgence? Parce que quand même, ok, mais au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas... Donc dans les pays où il y a un gouvernement assez fort et structureux, c'est tout simplement lui qui définit les règles du jeu, et puis les ONG n'ont pas tellement de choix. Mais il y a un évident manque de... Enfin, il faudrait un leadership plus fort de l'ONU, OCHA, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en fait, il n'y a aucune raison que ça change, puisque précisément, elles sont, par définition même, obligées d'agir selon leur propre agenda, et que la coordination ne se passe pas toujours très bien, parce qu'elles sont effectivement en concurrence. Voilà. Merci. Est-ce que c'était des questions ou plutôt des statements? Non, vous voyez plusieurs aspects et on voit, vous avez bien compris un peu les défis. Tout d'abord, le financement. Et si vous avez le temps, ça vaut vraiment la peine de lire le rapport de Kristalina Georgieva sur le humanitarian financing. Elle a un three-folded approach. Alors, tout d'abord, elle veut baisser la demande parce que c'est simplement pas réaliste et pas possible les 20 milliards. Non, c'est que l'ONU. Et c'est comme un hockey stick, c'est cette curve qui ne s'arrête pas. Alors, on doit trouver des moyens pour baisser la demande. Et là, c'est clair, comme je viens de dire, il y a aussi pour la Syrie, pour la Somalie, pour le Mali, vous le dites, il n'y a pas de solutions humanitaires pour ces problèmes politiques. On peut investir en Syrie des milliards et ça ne va pas régler le processus aussi longtemps que les partis ne se mettent pas ensemble. Et on voit ce qui se passe à Alep. Et toutes les difficultés que Mistura a pour réunir de nouveau ces partis. Et on ne peut pas responsabiliser les humanitaires pour l'échec politique. Ça, c'est simple, on ne peut pas faire. Ce n'est pas juste. Alors, premièrement, essayer de baisser la demande. Deuxième approche, broaden the donor base. Être un peu innovatrice, comment on peut mobiliser l'argent, et pas seulement avec le chapeau pour collectionner. Alors, d'autres donateurs, so-called non-traditional donors, mais aussi d'autres instruments. Certainement, vous avez entendu de ce Humanitarian Impact Bond, une nouvelle initiative du CICR pour essayer de voir comment différemment on pourrait mobiliser l'argent. Ça vaut la peine de faire une recherche. Et aussi nous, la Suisse, l'aide humanitaire de la Suisse, le département suit ces discussions assez proches. Et troisièmement, après essayer de baisser la demande, de broaden the donor base et les instruments pour mobiliser les finances, c'est évidemment clair
de rendre plus efficace la réponse humanitaire. Et là, c'est clair, la coordination. Moi, j'ai travaillé après le CICR avec OCHA, avec le Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. C'est gigantesque, la tâche de la coordination. Et les problèmes qu'on a, comme je viens de dire avant, qu'il y a beaucoup d'acteurs humanitaires qui sont certainement bien motivés, qui ont peut-être même l'expérience, mais qui ne veulent pas être coordonnés et qui nous disent, à l'époque avec OCHA, non, je sais bien que vous me dites, mais je n'ai pas l'intérêt. Pour l'instant, non, on n'a pas ce pouvoir OCHA. Dans ce rapport du SG, du secrétaire général, il y a aussi un chapitre où ils disent est-ce que ce OCHA, c'est un bureau, et c'est un bureau petit, hein, si vous comparez ça avec des grandes organisations comme le HCR depuis 1950. Le OCHA a été créé en 1991. Et là, à l'époque, c'était encore DHA, quelque chose comme ça. OCHA seulement fin 99. Et c'est vraiment petit. Ces grandes organisations comme HCR, comme le PAM, comme UNICEF, ils n'ont pas besoin OCHA. Ils ont leur propre board, ils ont leur propre funding mechanism. Alors, who is OCHA? Les problèmes, les défis dans l'architecture, il y en a. Ça, tout le monde reconnaît. Et là, il y a des essais de renforcer ces structures de coordination, mais it's still a long way to go. Et ça, c'est que à l'intérieur de l'ONU. Après, on a la Croix-Rouge, Croissant-Rouge, qui participe. Je ne sais pas, j'étais à l'époque soit en Palestine, après en Pakistan, participe à cette réunion de HCT, du Humanitarian Country Team. Mais non, on est indépendant. Et l'ONU, c'est un acteur politique. Alors là, il y a des discussions assez animées. Et ça, c'est pourquoi je dis avant, je vois ça quand même aussi, ce sommet, où j'espère que ça déclenche un peu cette idée humanitaire, ou cette, oui, peut-être c'est un peu très ambitieux, mais de cette solidarité entre les acteurs humanitaires pour que nous, et ça, nous aussi, que se met beaucoup plus ensemble. Et en même temps, c'est clair, aussi l'aide humanitaire de la Suisse, on a besoin de la visibilité. On est aussi fiers de montrer le petit drapeau, parce qu'on doit justifier comment on dépense vos argents, les impôts. Et ça, chaque organisation a besoin. Alors, il y a des dilemmes, j'espère, et j'attends quand même là une sorte, comme je viens de dire, du momentum aussi. Les humanitaires, c'est ce Rally Honor the Flag. Donc ce thème est bien inscrit dans le programme du sommet. Cette problématique de la coordination, elle figure formellement dans l'agenda du sommet. Vous voyez, ça certainement va être discuté, mais il n'y a pas une table ronde spécifiquement sur les problèmes ou les défis de la coordination. Mais si on parle, deuxième là, changing people's life from delivering to ending needs, certainement là, c'est un des sujets va être la coordination. Et le sujet va être aussi la coopération entre les humanitaires et le développement, ce nexus qui est aussi un défi. Alors, il n'y a pas spécifiquement dédié à ça, mais le thème, le problème, le défi de cette coordination, le manque de coordination va certainement être discuté. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Louis. Oui, Louis, les mains du temps. C'est un peu la suite sur le même thème, mais le tableau que vous dessinez semble montrer qu'il y a pas seulement un besoin enfin graduel, mais qui a un besoin de changement de structure, quoi. Est-ce qu'il faut revoir de fond en comble le fonctionnement? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il faut créer l'équivalent de ce qu'avait été le CHA dans les années 90 pour répondre à des besoins qui sont nouveaux? Est-ce qu'il faut d'une manière ou d'une autre tenter
je ne sais pas de quelle manière, institutionnaliser le partenariat public-privé. Enfin, est-ce qu'il y a selon vous le potentiel pour qu'on puisse remettre les choses sur la table depuis la base et se dire il faut un changement structurel. Oui, il y a le potentiel. Et moi, en général, je suis optimiste et je l'espère. C'est clair, l'architecture humanitaire, et maintenant je parle de cette architecture avec, évidemment, onusiens, mais pas seulement onusiens. Ça date d'il y a longtemps. Ça, il y a des acteurs forts et bien institutionnalisés, quelques-uns assez bien financiers, d'autres des problèmes énormes avec le financement, si on pense par exemple à UNRWA. Mais ce système est assez onusien et assez établi. Comme l'environnement humanitaire change, aussi l'approche ou les activités humanitaires changent. De plus en plus, on se dirige vers cash programming. On essaie, avec l'argent liquide, de donner une sorte de responsabilité, pouvoir, mais aussi dignité aux personnes affectées. Si vous avez l'argent, et c'est à vous d'acheter soit soins médicaux, soit la nourriture, soit l'abri, soit l'école pour les enfants, vous payez par ça. Ça responsabilise les gens et là on voit quand même un avantage énorme aussi, par exemple, que l'argent est dépensé sur place et on renforce les marchés sur place. C'est pas les goodies, les Hilfsgüter, alors l'assistance ou les biens qu'on achète ici en Suisse, on les emmène en Syrie ou en Somalie. Alors, pour ce Cash Transfer Program, on n'a pas forcément besoin d'un HCR, un PAM, un WHO, un UNICEF, whatever. L'argent, comme on voit avec les cartes de crédit, pourrait être une ou deux. Et il y a des questions, il y a des questions, des défis. Est-ce que cette structure est encore adaptée aux besoins et aux conditions actuelles? Et certainement, ça ne va pas changer à Istanbul et pas le lendemain. Mais comme j'ai dit, j'espère quand même que ça déclenche un peu, comme vous dites aussi, ce potentiel de aussi questionner ou au moins d'y réfléchir. Est-ce qu'on ne doit pas changer l'architecture quand même bien établie pour ne pas dire un peu stuck? Très bien. D'autres interventions? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Fred, merci de te dévouer. Voilà. Effectivement, toujours concernant ces ONG, vous avez évoqué cette question qui taraude le milieu humanitaire entre l'aide d'urgence et l'aide au développement. Bon, déjà, bien évidemment, dans le contexte proche-oriental, on voit mal se lancer aujourd'hui dans une politique de reconstruction puisque la guerre bat son plein et que personne ne sait vraiment quand tout cela va se terminer. Mais là aussi, est-ce qu'il y a... Enfin, moi, j'ai eu des retours depuis le Cambodge, toujours, j'y vais assez régulièrement, et en gros, le message, c'était l'aide d'urgence formidable. Pour le reste, merci beaucoup, mais vous provoquez des distorsions importantes du marché local et vous perturbez complètement le développement économique parce qu'une fois qu'on est dans un charmant pays, même s'il est affecté par plein de problèmes, on veut y rester, les ONG, quitte à... J'ai vu des ONG qui s'occupaient d'enfants, d'ailleurs il y a toujours, selon les... L'enfant, c'est le marché top. Si vous voulez monter une ONG, ça cartonne à tous les coups. Donc ça pullule au Cambodge, et d'une manière parfois totalement dramatique. Donc
Ça, c'est aussi un thème un peu tabou, parce qu'ici, on n'aime pas trop déranger les ONG, à juste titre, parce que théoriquement, elles font du très bon travail, mais dans les faits, c'est évidemment beaucoup plus contrasté. Est-ce que là, il n'y a pas aussi de grandes réflexions à mener sur ce qu'on entend par aide au développement, comment on le fait? Bon, je sais que la Suisse est plutôt progressiste dans ce domaine et qu'elle se remet plutôt bien en question, mais enfin, c'est aussi au fond un problème dramatique qui engendre des maux dont ces pays n'ont pas besoin. C'est important de ne pas jouer l'un contre l'autre, l'aide d'urgence contre l'aide développement ou l'envers. C'est trop short-sighted, trop courtsichtig, courte vue de dire oui, amener l'aide d'urgence, mais non, pas de développement. Comme on a vu là les contextes, ça dure. On a maintenant, pour le budget humanitaire de la Suisse, au début de l'année, il n'y a pas encore eu Équateur ou d'autres urgences tout à coup, à peu près 70% de notre budget est planifié dans des contextes comme ça. Évidemment la Syrie, évidemment l'Afghanistan, la Somalie, l'Afrique de l'Est. Et il n'y a pas encore eu l'Équateur, et qui sait qu'est-ce qui va se passer encore cette année. Alors, these protracted crises, ces crises prolongées, ça, c'est difficile pour l'aide humanitaire de faire toute seule. Et seulement, comme j'ai dit au début, avec des instruments, avec des approches qui étaient désignées pour l'urgence, d'être flexible, vite et limité dans le temps. Maintenant, si je dis la Syrie, mes collègues au sein de la DDC, de la Direction de développement et coopération, aidez-moi en Syrie. C'est clair, ils disent, attends, est-ce que tu peux nous dire comment la Syrie, le Damas, va se présenter d'ici 2, 3 ans, 4 ans? Parce que nous, le développement, on travaille même plus, 5, 10, 11 ans ou 15 ans. Et est-ce que la Suisse veut travailler très proche avec le gouvernement? La dynamique au sein de l'aide d'urgence et le développement est très différente. On a des principes humanitaires, l'indépendance, l'impartialité, la neutralité. Ce n'est pas les mêmes principes pour le développement. Eux ont besoin d'un gouvernement quand même assez bien établi, avec lesquels on peut travailler, avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation. Mais est-ce que dans conditions présentes maintenant à Damas, est-ce qu'on veut la Suisse travailler avec le ministère de l'Éducation? Est-ce qu'on sait si c'est bien encore cette ministre qui est en charge d'ici l'année prochaine? Alors la dynamique est très différente entre les deux. C'est important qu'on se parle, qu'on se connaît, qu'on essaie de travailler dans les contextes comme par exemple le Zimbabwe. Je dirais pour la Suisse, ça c'était une réussite dans le sens du transit de l'aide humanitaire à l'aide développement. Évidemment, au début c'était beaucoup de l'aide humanitaire, pas beaucoup l'aide développement, et entre-temps on a changé. Nous, on est en train de sortir du Zimbabwe et c'est repris par l'aide développement. Un peu similaire, je suis d'accord avec vous, en Haïti, il y a toujours beaucoup de problèmes, il y a eu des problèmes énormes, mais aussi là, l'aide humanitaire était au début assez fortement présent. On est en train de se retirer, on veut en faire fermer nos bureaux et le développement au sein de la DDC est présent et reprend ça avec une vue beaucoup plus long terme. Que ces deux approches travaillent beaucoup plus proches ensemble, qu'on essaie peut-être aussi de développer des instruments communs. Par exemple, un crédit commun pour des protracted crises, pour des crises prolongées. Ça serait une approche. Pour l'instant, comme vous savez, on a un budget humanitaire, un budget développement. Et c'est assez coincé dans ces silos, l'approche. Là, certainement aussi, il faut améliorer ce nexus entre humanitaire et développement. Très bien.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Si ce n'est pas le cas, je remercie M. Bessler pour ses interventions, pour ses réponses. Je remercie aussi Forhouse pour son soutien à notre événement aujourd'hui. Et puis, on reste en contact, puisqu'effectivement, je pense que l'attention va augmenter au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la date de ce sommet de l'humanitaire. Je vous souhaite un plein succès à Istanbul. On a besoin. Merci. Voilà. Merci.